Bienvenue dans Au-delà de l'image. Je suis Alexia Iwanet, experte en personal branding pour les agents du changement. Ici, je donne la parole à ceux qui utilisent leur métier et leur voix pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du pouvoir médiatique avec Lisa O'Mara, fondatrice de PR Lab. Lisa ne fait pas que des relations publiques. Elle porte une vision interculturelle, inclusive et radicalement engagée pour son métier. Ensemble, nous allons voir comment gagner en influence, en respectabilité auprès de son audience en alliant l'héritage des médias traditionnels à l'audace du digital. Place à l'épisode. Vas-y. Bonjour Lisa. Salut Alexia. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast Au-delà de l'image. Donc Lisa, moi je te connais par les relations presse. Est-ce que tu peux un peu te présenter, me parler de toi et me dire ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, déjà, je suis ravie moi aussi d'être là. Ça me fait très plaisir de participer à ton podcast. Parce que c'est vrai qu'on se connaissait un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc là, ça fait plaisir de se rencontrer. Écoute, donc moi, je m'appelle Lisa, donc Lisa O'Mara. J'ai une trentaine d'années et j'ai créé ma boîte il y a presque 5 ans qui s'appelle PR. PR Lab sur les réseaux sociaux parce que le nom que j'utilise, c'est PR Lab. Et voilà, c'est une agence en fait de relations publiques. Donc à la base, je faisais que des relations presse, donc comme tu le disais. Mais je me suis énormément élargie en fait. Donc je fais toutes les activités qui gravitent autour des relations publiques. C'est-à-dire D'accord. que je fais un peu d'événementiel, je fais de la production de podcasts, un peu d'influence, des relations presse. Enfin voilà, tout ce qui va apporter de la visibilité, de la notoriété et de la respectabilité aux personnes avec qui je travaille. Ok, magnifique. Et il y a un truc qui m'a particulièrement marqué dans ta façon de travailler, etc., c'est que tu travailles beaucoup avec des personnes ou des projets qui sont assez ouverts, assez inclusifs, ouverts sur la diversité. Est-ce que c'est un choix ou c'est venu naturellement à toi comme ça? Écoute, oui, c'est un choix. Ok. Effectivement, en fait, ce qui fait l'ADN de PR Lab, c'est vraiment le côté inclusif. Hmm. Que ça soit sur les sujets, sur les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment l'inclusivité, c'est vraiment un des fils rouges en fait de mon travail. Inclusivité et le volet sociétal. Ouais, C'est-à-dire que tous les projets sur lesquels je travaille, généralement, ils ont un impact sur la société. Enfin, super. vraiment, j'essaye au maximum d'avoir un impact sur la société. Ça peut être soit dans les clients qui viennent vers moi Ouais. ou que je choisis. Donc, généralement, c'est souvent des femmes. Hmm. Des femmes, ça peut être des femmes racisées, parfois non, mais qui ont vraiment, on va dire, quelque chose à apporter voilà, à Oui, la société et qui sont inclusives. génial. Est-ce que tu pensais que tu allais faire ce métier quand tu étais petite? Est-ce que c'était ton métier de rêve ou bien pas du tout, ou pas particulièrement? Alors, en fait, l'histoire, elle est drôle parce que, en fait, évidemment, quand j'étais petite, je savais pas du tout que ce métier existait. Mais J'imagine. qui est drôle, c'est que quand j'étais petite, donc moi, je suis née dans les années 90. D'accord. Et donc, à l'époque, donc, voilà, la télé, etc., c'était vraiment hyper à la mode. Mais déjà, on commençait à dire que fallait pas trop mettre les enfants devant les écrans. Sauf que Hmm. mon père, il nous avait, il nous avait installé avec mon frère une télé dans la chambre. Ah oui, carrément. Donc en fait, dès l'âge de 9 ans, genre 9-10 ans, j'ai commencé à beaucoup consommer la télé. Donc je me rappelle le mercredi après-midi, le week-end, je regardais KD2A, je regardais les émissions, le Hit Machine, etc. Donc j'ai tout de suite été baignée en fait dans tout l'univers un peu Hmm. médiatique. Très tôt aussi, j'ai écouté la radio et c'était l'époque des radios libres, tu sais, sur Skyrock, Oui. sur Fun Radio, etc. C'est La drôle belle quand on dit ça, la époque. belle époque, tu vois. Donc en fait, très très jeune, j'ai été baignée dans ce milieu-là et j'ai un souvenir quand j'étais en 5e, j'arrêtais pas de dire je vais être régisseuse. C'est-à-dire Ah, j'ai toujours voulu être derrière l'écran, mais un peu dans les dans les les coulisses, ouais. coulisses des émissions de télé, etc. Hmm. Donc j'ai jamais voulu faire de journalisme, mais ça a toujours été un peu en lien. Et je me souviens que quand j'étais en première ou en terminale, je sais plus, j'avais fait un projet autour du journal de 20h aussi. Donc Hmm. vraiment, j'ai toujours aimé un peu ce milieu médiatique. Quand j'étais plus jeune, pareil, j'avais un peu d'argent de poche, j'achetais des magazines. À l'époque, c'était Public, Star Club, etc. Donc j'ai toujours voilà, baigné dedans, sans avoir une idée précise de ce que j'allais faire. Mais j'ai toujours aussi eu une passion pour le volet international. C'est-à-dire que moi, D'accord, ouais. j'ai énormément voyagé, j'adore les voyages, j'adore les cultures internationales, apprendre des nouvelles langues, découvrir un peu voilà, les pays étrangers. Et j'avais cette envie, quand j'ai eu mon bac, de travailler dans les relations internationales. D'accord.
Donc, j'ai commencé à chercher des écoles. J'ai trouvé une école, sauf qu'en fait, c'était hors de prix. J'ai pas pu voilà, me la permettre. Donc, j'ai fait on m'a conseillé de faire du droit et ensuite d'aller faire des études de relations internationales. Ok. J'ai fait du droit. Bon, ça fait partie de mon parcours, mais c'était pas fait pour moi. Ok, ouais, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas faite pour ça, en fait. J'ai redoublé 2 fois quand j'étais à la fac de droit. Je le dis aujourd'hui, mais avant, enfin, même auprès de ma famille, personne ne savait que j'avais redoublé 2 fois. J'ai eu ma licence au bout de 5 ans. J'ai vraiment voulu l'avoir, mais dès que j'ai eu ma licence... Tu t'es accrochée en plus. Je me suis accrochée parce que je suis quelqu'un, en fait, c'est dans mon caractère, je suis assez persévérante. C'est-à-dire que j'aime pas trop l'échec. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des échecs. Mais en fait, voilà, il a fallu que je termine. Et quand j'ai terminé, l'été où j'ai terminé, il y a une copine qui m'a dit, mais toi, je te verrais trop dans la com politique. Et elle faisait déjà des études de com, donc elle m'en a parlé. Moi, je savais pas trop ce que c'était. J'ai fait des recherches et je me souviens que l'été où j'ai eu ma licence de droit, je me suis inscrite en école de com, j'ai trouvé une alternance. Wow. Et j'ai sans dire à mes parents, en fait. Ah oui. Mais j'avais quoi, 22 ans ou quelque chose comme ça, ou 21 ans, je sais plus. J'étais à... non, 22, je crois. Ouais, 22 ou 23. Et donc, je me suis... voilà, j'ai tout bouclé. Donc, je me suis lancée dedans. Et ensuite, j'ai dit à mes parents... Parce que mes parents, voilà, je viens aussi d'une culture où... Bah, c'est pas... ils connaissent pas trop la communication, ils savent pas trop ce que c'est. Oui, un bon métier, c'est avocat, médecin, voilà, ce exactement. genre de choses. Jusqu'à présent, ma mère, elle me dit, ah, dommage, t'es pas avocate, etc. Parce que, voilà, mais après, je respecte totalement. Enfin, voilà, c'est leur vision du monde, oui, etc. Bien sûr, nous, les enfants d'immigrés, de toute façon, c'est comme ça. Hein, Exactement. Et du coup, bah, quand je me suis lancée, ils savaient pas trop ce que je faisais, etc. Bon, après, maintenant, ils ont réussi à comprendre parce que je leur ai expliqué. Quand il y a une émission qui passe à la télé et que j'ai un de mes clients, bah, je leur montre. Donc, ils comprennent très bien que c'est important. Ouais. C'est drôle parce que même mes propres amis, qui ont mon âge, qui sont connectés aux réseaux sociaux, etc., pareil, ils comprennent pas trop ce que je fais parfois. C'est tout le monde, en fait. À part les gens qui sont dedans, c'est un peu... Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée un peu dans la com et dans les relations presse. Et donc, c'était pas vraiment le métier que je voulais faire, mais on va dire que j'ai baigné un peu dans tout ça, en fait, dans le monde médiatique depuis l'enfance. Waouh. Voilà. Oh, super ton parcours. Et en fait, quand tu as fait ton alternance, tu es rentrée dans la communication tout de suite ou les relations Non, les relations presse d'abord. Ok. Relations presse. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert. J'étais en agence de com. Et donc, je travaillais sur plusieurs clients et je faisais des relances, je créais des listes presse, enfin vraiment les relations presse. Oui, les relations presse pures et dures. Ouais, et j'aimais bien, mais après, j'ai fait d'autres stages et alternances par la suite. Et j'étais, comment dire, j'ai fait une première année de relations presse. Après, j'ai touché à d'autres métiers, les relations institutionnelles, etc. Et après, je suis vite revenue aux relations presse parce qu'en fait, j'aimais bien. Donc, quand j'ai eu mon premier travail en CDI, en agence de com, c'était des relations presse. Ok, ouais. Alors, je te challenge un petit peu. Est-ce que c'est... Je connais la réponse, mais est-ce que c'est mort, les relations presse aujourd'hui? Est-ce que les gens... moi, j'entends souvent, mais est-ce que les gens regardent encore la télé, les médias tu vois où je veux en venir, on va faire la transition sur la manière dont toi, tu travailles. Ouais. Donc, est-ce que c'est mort, les relations presse telles qu'on les connaît Non, c'est pas mort. Ça, c'est pas mort, mais ça se réinvente. Ok. Ça se réinvente. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma vision des choses, c'est que je vais pas faire des RP purement traditionnels quand je travaille avec un client. Je vais pas faire que des RP parce qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, les médias, ils sont de moins en moins lus. En tout cas, tout ce qui est presse print et tout ce qui est télévision, etc., c'est clair que pour moi, c'est un peu en voie de déclin. Ouais. Même si ça l'est pas totalement parce qu'il y a encore énormément de gens qui regardent. Et surtout, ce qui marche, c'est qu'il y a énormément d'extraits qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ça se réinvente. Aujourd'hui, pour moi, ça va jamais mourir. En fait, la presse, ça reste le quatrième pouvoir, comme on dit. Du coup, quand je me rappelle de mes années de droit, on parle toujours en droit constitutionnel des 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le 4e pouvoir, on dit que c'est la presse. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la presse et les médias, ils ont une influence forcément sur la société qui est parfois plus forte que, par exemple, dans le cadre d'un procès. Bon, là, on sort un peu de ce qu'on... du sujet, mais dans le cadre d'un procès, parfois, le procès médiatique il peut être beaucoup plus lourd qu'un procès judiciaire. Tu vois. Bien sûr. Les conséquences vont être plus graves. Ça montre un peu la force encore des médias. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment un métier qui se réinvente. Et c'est pour ça que moi, je le fais d'une manière différente. Et que moi, je vais aller toucher plusieurs canaux différents qui ne vont pas se contenter que de la presse traditionnelle. Ok. Et quels vont être justement ces canaux
Alors déjà, il y a tout le digital. Ok. Donc déjà, tous les médias digitaux. Donc moi, depuis longtemps, je travaille avec des médias comme Brut, Combini, Story, enfin voilà, tous les médias digitaux qui marchent hyper bien sur les réseaux sociaux et qui sont très viraux. Mm. Donc il y a cette partie-là. Évidemment, il y a les podcasts. Mhm. Donc bah, on est bien placé pour en parler. Bah Moi, oui. je suis une passionnée de podcast depuis 2017, depuis que j'ai découvert l'application podcast sur Apple, Apple Podcast. Je C'est ta suis meilleure appli, quoi. Ah, mais c'est celle que j'écoute le plus, hein. En fait, Ouais. j'écoute sur plusieurs applis, mais on va dire ce que je fais le plus avec mon téléphone, Mm. en dehors des réseaux sociaux et de l'application Gmail, ça reste les podcasts. Donc pour moi, les podcasts, c'est un canal qui est extrêmement important parce qu'il y a ce volet de proximité. C'est-à-dire que Mhm. les gens, quand ils vont écouter un podcast, quand ils vont faire cet effort-là, en fait, ils vont, en fait, il y a une écoute qui est active, en fait. Ouais. L'ouïe, elle est très importante, la voix est importante. C'est pour ça que je dis toujours, quand je produis des podcasts avec des clients, le son, le son, le son. Mm. C'est extrêmement important. Maintenant, il y a aussi la vidéo, donc voilà. Voilà. Donc voilà, les podcasts, extrêmement importants. Moi, je travaille aussi, je l'ai dit, le digital, les podcasts, l'événementiel, très Oui. important. Ouais. Ça peut être soit l'événementiel, donc je vais créer des événements pour mes clients, donc avec des influenceurs, des influenceuses, donc des créateurs de contenu, on va dire. Mais il y a aussi des événements avec la communauté. Ok. Et ça, c'est archi important, même pour une petite marque, en fait, d'organiser des événements pour rencontrer sa Mm. communauté. Ça, j'essaie vraiment de m'inspirer aussi des techniques américaines, anglaises, enfin tout ce qui est Anglo-saxon, ouais. anglo-saxonne, etc. Parce Mm. que pour moi, c'est hyper important. Je le vois beaucoup quand je suis les marques américaines, par exemple. Elles vont beaucoup faire des community events, tu vois, events. Où elles Mm. vont... Attends, je vais juste répéter cette phrase. Community, ouais. Elles vont faire des community events où vraiment elles vont organiser des petits événements avec leur communauté. Et parfois, il y a une ou deux créatrices de contenu qui vont être présentes. Mm. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mixer un peu les formats, etc. Et c'est marrant parce que je me disais justement que en 2026, bon déjà en 2025, en 2024, etc., mais euh, on est- le- les internautes sont pas saoulés des réseaux sociaux, mais on a envie de franchir en fait cette barrière du digital et les événements reviennent vraiment, vraiment à la mode, quoi. C'est vraiment important aujourd'hui d'aller vers les gens. On est trop resté, je pense, enfermés devant nos écrans et on a Mm. envie aussi de rencontrer les gens dans la vraie vie. Et en fait, c'est marrant parce que tu surfes vraiment sur tout ce qui, tout ce qui fonctionne en ce moment, quoi. Donc, Exactement. Bah, j'essaye vraiment d'être à l'affût un peu de toutes les techniques. Comme mm, je te disais, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe dans les pays mm, étrangers, comment les marques communiquent, à la fois dans le côté États-Unis, Angleterre, ouais. mais aussi beaucoup au Moyen-Orient. J'aime bien regarder ce qui Ok. se passe en Asie, au Moyen-Orient. Donc oui, oui, complètement. Et oui, on est vraiment dans l'ère post-Covid où les gens ont besoin de... En fait, tout le monde a besoin de contact, en fait, parce qu'on est Ouais, resté enfermé pendant tellement longtemps. c'est ça. C'était vraiment full digital. Et c'est vrai que moi, mon agence, elle est née juste après le Covid. D'accord. Donc, tu Ouais. vois, elle est née en 2021. J'ai commencé à la Mm, construire en 2020. Donc, on va dire que j'ai suivi un peu, oui, cette tendance-là, effectivement. super. Tout à l'heure, on parlait de justement l'impact de ta culture d'origine, etc. Tu es d'origine algérienne. Quelle place a aujourd'hui ton identité en fait de femme algérienne qui évolue en France dans ton activité ou comment ça t'influence, comment ça t'apporte? Bah écoute, ouais, comme je te disais, mes deux parents sont algériens. Oui, Donc, j'ai grandi dans la culture algérienne des deux côtés. Donc, ok, ma famille paternelle et ma famille maternelle. ok. Donc, comment j'évolue? Bah, déjà, moi, c'est quelque chose qui m'a impacté depuis l'enfance. Parce que c'est vrai que j'ai toujours, bah, au niveau de la culture, déjà au niveau de la culture, au niveau bah, de la food, à chaque fois quand on mangeait, bah, c'était souvent des plats Mm, algériens quand j'allais voir ma famille, etc. Les amis que j'ai autour de moi, enfin après j'ai des amis un peu oui, de tout toute bas, origine, enfin ouais. toute origine, tu vois. Mais ouais, ça m'impacte beaucoup parce que en fait j'ai ce côté où j'arrive à comprendre les personnes racisées en France. Mm, Et tu vois, par exemple, j'en parlais avec une copine qui est créatrice de contenu il y a quelques jours. On mangeait ensemble et elle me disait, bah, je suis allée à un événement et j'étais la seule femme noire, la mm, seule influenceuse noire. Et elle me dit, c'est dommage. Et elle me disait, bah, moi, je suis contente parce que toi, je te connais. Et à chaque fois que tu travailles avec des marques, bah, on voit qu'il y a quand même énormément de diversité ouais. dans les personnes que tu invites. Et je pense que moi, ma culture algérienne, elle m'aide vraiment à pouvoir en fait Mm, avoir cet œil-là que peut-être d'autres n'ont pas forcément, où je oui. vais réussir à me dire, bah, tiens, quand je travaille avec une marque, c'est important d'aller, bah, tu vois, d'inviter, que ce soit des Mm, journalistes, hein, parce que je le fais aussi beaucoup avec les oui, oui, journalistes, oui. que ce soit des journalistes ou des créateurs, créatrices de contenu, bah, je vais toujours essayer d'intégrer en fait
des personnes racisées. Moi, ça m'aide aussi, ma vision du monde, je pense qu'elle est aussi, on va dire, comme j'ai grandi, Multiculturel, en elle est fait. multiculturelle, Ouais. effectivement, donc Mm. forcément. Et puis, j'ai eu aussi la chance de beaucoup voyager, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore les voyages. Même avec mon Mm. bébé, je continue à voyager à l'autre bout du monde. Donc, tu vois, on va dire que j'ai une vision du monde qui est assez ouverte. Et je pense que Mm. ma culture, elle m'a vraiment permise de, on va dire, d'être ouverte sur le monde. Et Mm. ça se ressent dans la manière que j'ai quand je travaille avec mes clients. Mm. Et ça m'aide aussi, pour être honnête, dans les RP, pur et dur. Tu vois, quand Ouais. je travaille sur vraiment des relations presse, parfois, quand j'ai envie de faire passer un sujet qui ne passerait pas forcément dans une rédaction classique, je vais beaucoup utiliser les médias communautaires. Mm. Ça m'aide énormément. Et après, je vais aussi aller beaucoup vers des journalistes qui sont d'origine nord-africaine ou africaine, etc. Ils vont mieux comprendre ces sujets. Et moi, ça me permet d'avoir une porte d'entrée pour Mm. pouvoir faire en sorte que les sujets de mes clients soient présents dans des gros médias aussi. Ok, waouh, c'est super intéressant et Ouais. ça m'amène à une autre question qui est euh, justement, toi, quand tu t'es engagé dans ce métier et que t'as fait le choix aussi de travailler d'une certaine façon, est-ce que tu constatais, est-ce que c'est parce que tu constatais que peut-être le milieu médiatique n'est pas assez représentatif, par exemple, de la population en France, ou qu'il y a aussi des biais? Enfin, je trouve que parfois, quand je regarde les médias, il y a des biais quand même qui Mm, sont pris sur certaines communautés. Enfin, voilà, sans aller dans les détails, ouais. il y a des biais qui sont pris et qui sont faits un peu pour stigmatiser certains groupes. Mhm. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu t'es aussi engagée dans Oui, ça? ça fait partie des raisons parce que, alors déjà, je me suis aussi engagée enfin, j'ai créé cette agence Mm. déjà parce que quand j'étais en agence de com, j'ai beaucoup bossé pour des grosses boîtes, des grosses Oui, institutions. Et en fait, j'avais un manque d'humain. Parce que mm. parfois, quand tu fais des RP pour Pur une et grosse dur, boîte ouais. pure et dure, alors c'est bien, ça m'a ouvert mon réseau, je vais pas mentir, hein. Ça m'a énormément aidé, ça m'a forgé. J'ai Mm. été enfin, j'ai travaillé pour des très grosses boîtes où vraiment il y a une exigence voilà, faut être. Enfin, c'était très exigeant, il y a une exigence de réussite, etc., qui Mm. est forte. Mais c'est vrai que l'humain me manquait. Et en fait, quand j'ai créé cette agence, j'avais d'abord cette envie de travailler avec des femmes, de Ouais. travailler avec des personnes physiques, Aussi, des humains, tu vois, et pas forcément des entreprises. Alors, je travaille avec des entreprises, mais il y a bien énormément sûr, d'humains ouais. dedans, puisque c'est des personnes qui incarnent leur boîte. Donc, voilà, ça me Mm. convient aussi très bien. Et oui, oui, effectivement, moi, je me suis rendu compte très, très tôt. Déjà, je pense à une de mes premières clientes. C'est Shina Donia. Je sais pas si tu la Oui, je la connais. connais très bien. Et Shina, qui est vraiment, j'ai c'est. adoré ta campagne justement pour China. Elle était bien orchestrée, enfin, le Ouais. choix des médias, etc. Et c'était pas facile. Top. Ouais, C'était pas j'imagine. facile parce qu'en fait, c'est une femme noire, métisse, Ouais. gabonaise, parce qu'elle est née au Gabon, Oui. qui parle de maternité et de parentalité. Parce qu'en fait, au-delà de la maternité, elle a 4 enfants, Mm. elle parlait de parentalité. Parce Ouais. que sa BD s'appelle C'est maman qui commande. Oui, oui, Donc c'est oui. même le matriarcat, en fait. Oui, oui, C'est-à-dire oui. on va encore plus loin, en fait, Exactement. vraiment dans l'engagement, etc. Et parfois, c'est vrai que j'ai fait face à des difficultés dans le sens où en fait, il y avait certains médias qui voulaient pas laisser une femme noire parler de maternité et de parentalité. Mm. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la porte, elle a été ouverte par des grosses émissions et des gros médias. Tu Waouh. vois, on a pu faire la Maison des Maternelles. Maison des Maternelles, c'est une émission extrêmement Énorme, ouais. inclusive. Ouais, ouais. Je l'ai fait après avec d'autres clients derrière, avec d'autres clientes, pardon, derrière. Mais en fait, la porte, elle a été ouverte par les gros médias. Et c'est là où tu vois l'intelligence Mm. et la vision des gros médias, ou même des médias comme Brut, etc. Tu vois qu'ils sont un cran au-dessus par rapport à d'autres médias qui vont être réticents au début. Mais dès Ouais. qu'ils voient que, tiens, il y a Brut ou Maison des Maternelles qui en parlent, hop, tiens, ils vont, Ouais, c'est un ils peu vont, un ils vont domino, quoi. revenir. Et c'est Ouais. drôle parce qu'avec cette campagne-là, ben, moi, ça m'a prouvé que j'avais vraiment envie de travailler sur ces sujets-là. Mm. Que j'avais vraiment envie de m'engager. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a aussi ouvert énormément de portes. China, je la remercie encore une fois. Ouais. Enfin, je la remercie. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je la connais, mais chaque année, je la remercie parce qu'elle m'a ouvert énormément de portes. Et puis, c'est vraiment une campagne aussi qui m'a fait connaître Ouais, ouais. auprès de pas mal de monde parce qu'elle a une grosse communauté. Et Mm. j'ai eu beaucoup de clients jusqu'à présent. J'ai des clients grâce à elle. Waouh. Donc voilà. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué parce qu'il y a des sujets qu'ils veulent pas faire passer. Il y a des Euh, personnes qui veulent pas il faire y a des passer. personnes qui Enfin, veulent pas des faire types de passer. personnes. Et surtout, en fait, la parole n'est pas forcément donnée aux concernés. C'est Mm. ça qui est problématique, en Ouais. fait. C'est que tu as certains médias, et pour moi, il y a certains médias avec lesquels je ne peux plus travailler, en fait. Parce que je sais très bien que même si je fais amener mes clients dessus, en fait, leur parole, elle va être biaisée, ou ils vont
ils vont tronquer, Ils vont prendre un angle qui... voilà, qui n'est Ouais. pas forcément le bon. Et moi, je fais attention à ça et je me dis autant aller sur des médias Mm. qui respectent les clients avec lesquels je travaille, qui respectent leurs convictions, Leur leur éthique et tout ça. éthique, etc., plutôt que d'aller sur des très gros médias qui ont une grosse visibilité, mais qui vont tronquer le message, en fait. Donc, Ouais, voilà. super. Donc, tu nous parles de Shinadonia. Est-ce qu'il y a d'autres clients dans ta carrière qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont, voilà, avec qui tu as été heureuse de travailler? Franchement, il y en a énormément avec qui j'ai été très, très, très heureuse de travailler. J'essaie de... En fait, j'en ai eu tellement T'arrives que... pas à Parce choisir? que j'en ai une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Soundous Moustarim, Oui, Sounfit sur les réseaux sociaux. ok. Elle, j'ai adoré bosser avec elle parce que, bah, en fait, c'est quelqu'un qui m'a... On a travaillé sur plusieurs années. La première fois qu'elle m'a contactée, c'était via une amie à elle qui était à l'époque son agent, qui s'appelle Chloé, qui nous a mis en relation. Génial. Et en fait, Soon, elle avait écrit un livre qui était un roman autobiographique de Ok. sa propre histoire, où elle racontait un peu, bah, elle a eu une maladie, donc elle racontait un peu sa maladie, Mm. la naissance de sa fille, tous les challenges qu'elle a fait face, le Waouh. divorce, le fait d'être tombée sur un pervers narcissique et le fait d'être HPI. Et donc quand elle m'a contactée, elle avait sorti un livre avec une petite maison d'édition, mais bah, ils n'ont pas fait de RP. Et donc elle m'a contactée quelques mois après, elle m'a dit, écoute, moi je suis en Belgique, j'ai envie de faire des RP en France. Et j'ai commencé à bosser avec elle, on a fait 3 ou 4 mois ensemble. Mm. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Après, elle m'a donné le challenge de bosser avec elle sur le Maroc parce qu'elle voulait, Mm. elle est marocaine, donc enfin, elle est belge marocaine, donc en fait, elle voulait aussi être sur des médias marocains. On a fait une super belle campagne au Maroc. C'était la première fois Que tu que faisais une je comptais campagne. ouais, au Maroc. Ouais. J'avais Waouh. déjà eu le challenge avec, avec China d'aller faire une Oui, petite au campagne Gabon. non, c'était en Côte d'Ivoire. Ah ouais, Parce qu'elle super. allait en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines, je crois, et je lui ai fait faire pas mal de médias. Donc, je sais faire, on va dire, à distance. Donc, j'ai Mm. fait la même chose au Maroc. Et Soun, ce qui m'a énormément touchée, c'est que déjà, son histoire m'a touchée. C'est une personne Ouais. humaine. C'est une personne que j'adore profondément. On est même devenus amis. Et en fait, quand elle a eu l'opportunité de signer dans une très grande maison d'édition, bah, en fait, elle a fait appel à moi via la maison d'édition pour faire la campagne RP. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué parce que c'est ce côté loyauté, en fait. Elle m'a Mm. promis, elle m'a dit, le jour où je vais signer dans une grosse maison, je ferai appel à toi. Et elle a tenu sa promesse 2 ans et demi après. Et on a Waouh. rebossé ensemble. Et Ouais. donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Bon, après, on est amis, donc on s'appelle régulièrement, etc. Et voilà, donc c'est un hommage que je lui Mm. rends là parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et Mm. profondément. Après, dans les autres clients, bah, il y a des marques aussi avec qui je Oui, travaille. oui, c'est vrai. Je travaille avec des Euh, marques. voilà, il y a la marque Wouré que j'adore. Bah, Wouré, j'ai connu cette marque pardon, grâce à Shinadonia, qu'elle m'avait Mm. présentée à Aminata. Et dès le début, Aminata, elle m'a fait confiance. Donc j'ai commencé, j'étais en pleine grossesse, à la fin de ma grossesse. Ah Elle m'a dit, oui. on organise une soirée, je crois que c'était pour le lancement des blushs ou quelque chose comme ça. Et ce qui est bien, c'est j'ai réussi à faire, enfin le challenge était assez corsé parce que Ouais. bah, elle n'avait pas vraiment fait d'influence. Il a fallu que je fasse jouer mon réseau, etc. Mais ça s'est hyper bien passé. J'étais enceinte jusqu'au cou. Et on a fait une super belle soirée, vraiment sociétale, parce que du coup, on a invité des personnes qui ont vraiment parlé du volet Mm. sociétal, d'avoir du maquillage Mm. pour les peaux mates, noires et métisses. Parce que Mm. quand on dit maquillage, on a l'impression que c'est que du lifestyle. Mais en Ouais. fait, derrière son projet, c'est un projet activiste et même un projet politique Mm. de donner l'accès à un maquillage naturel, des bébés crèmes, pour toutes les personnes qui ont la peau mate, noire et métisse. Qui ne sont pas forcément représentés C'est ça, dans les grandes marques. partout. Ouais. Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a plein de grandes marques qui se sont mis dessus. On a Fenty, Lancôme, etc. Mais c'est vrai qu'avoir une marque naturelle, c'est aussi Mm. un engagement très fort. Mm. Donc, Minata, et du coup, elle m'a reprise. Et là, ça fait 1 an et demi, 1 an qu'on travaille ensemble régulièrement. Enfin, on a un contrat à Mm. l'année. Et c'est quelqu'un qui me fait énormément confiance. Et ça me marque, en fait, les personnes qui me Waouh. donnent leur confiance. Il y a aussi la marque Aromazone. Oui, oui, oui. Toutes les personnes qui bossent chez Aromazone, honnêtement, c'est des personnes extra, qui sont hyper ouvertes d'esprit, qui ont énormément de talent. Enfin, franchement, je suis très honorée de travailler avec des personnes qui ont une aussi belle carrière Mm. chez Aromazone. Et voilà, qui me font aussi confiance, en fait. Avec Myriam, on bosse depuis presque 4 ans avec eux et qui Ouais. nous font confiance, en fait, sur les sujets. Elles nous laissent vraiment aborder pas mal de sujets autour des cheveux texturés, autour des peaux noires et métisses. Mm. Et donc, ça fait plaisir d'avoir des marques aussi grosses et aussi emblématiques
Ouais. Il faut confiance, qui en nous font fait. confiance sur cette Mm. partie-là. Parce qu'évidemment, ils ont d'autres agences. Bien Mais en sûr. tout cas, sur cette partie-là, enfin voilà. Et après, voilà, j'ai aussi d'autres clients. Je pense à Zina. Zina qui a écrit un livre sur l'alimentation intuitive. L'année dernière, elle m'a fait confiance parce que sa maison d'édition, elle n'était pas trop satisfaite des RP. Mm. Et puis, on a fait plein de choses. Je l'ai fait passer sur Dr Good, sur, je sais plus, sur Version Féminin. Enfin, j'ai plus exactement tous les... Non, le Journal des femmes, pardon. Pas mal Mm. de gros médias. Et Mm. vraiment, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Donc, j'ai ce côté confiance, en fait, qui me... Ouais, Quand un client me marque, une cliente me marque, c'est quand il y a de la confiance. ouais. Quand je vois que je suis un peu contrôlée, bon, j'aime bien, mais voilà. Voilà, ouais. Et tout ce que tu me dis là, Piar, tout à l'heure, tu me disais que ça signifiait amour en hindi. C'est l'une de tes valeurs. Sans que tu me le dises, Ouais, c'est ça. c'est ce qui ressort Mm. énormément. Et puis, moi, j'ai entendu parler de toi par voilà, beaucoup de personnes et c'est vraiment ce qui ressort en fait de toi. C'est le côté, l'amour de ton travail et t'as un engagement qui est authentique, tu vois, qui est Mm. honnête. Est-ce que tu as d'autres valeurs Bah écoute, ouais, c'est vrai que Pierre, je vais juste le rappeler parce que j'aime bien cette petite histoire. En Ouais. fait, quand j'ai décidé de créer ma boîte, je cherchais en fait un nom et j'ai cherché pendant 2 mois et demi, hein. Je me suis dit, mince, il faut vraiment que je dépose les statuts, mais il me faut un nom. Et par hasard, un jour, il y a une fille qui a écrit un mot en hindi sur Instagram, je sais plus ce qu'elle avait écrit. Je fais un copier-coller, je sais même pas pourquoi, hein. Enfin, comme quoi le destin parfois. Ouais. Et je vois une liste de mots et je vois PR, Pyar, et il y avait écrit à côté amour en hindi. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Et c'était le cycle des relations publiques, PR. PR. Et c'est vrai que moi, je fais des PR vraiment, on va dire, à l'américaine. Voilà, enfin, toutes les techniques américaines et Mm. anglaises du Moyen-Orient, j'aime bien les utiliser. Donc j'ai ce côté international, donc vraiment des Mm. PR, et je fais pas des RP, relations presse. Je fais plus Mm. des public relations, hein, des relations publiques. Donc il y Ok. a ce volet-là. Et oui, par rapport à mes clients, j'essaie vraiment de faire mon travail avec amour. J'essaie de Mm. m'engager au maximum. J'essaie d'aller sur des sujets hyper engagés. Par exemple, je pense à Sandra avec qui je travaille, qui m'a Sandra, refait c'est confiance. nous, ouais. Sandra, c'est nous qui Ouais. m'a fait confiance une deuxième fois pour sa campagne RP. Et là bientôt pour un autre projet. Où elle, tu vois, elle a un fils qui est porteur de handicap. Mm. Et ça m'a énormément appris, en fait. Je me suis dit, ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. J'ai eu Ouais. l'occasion de travailler avec une autre personne qui a écrit un roman sur le handicap aussi et sur les aidants. Mm. C'est des sujets qui sont tellement invisibles. C'est clair. Franchement, moi, ça me fait plaisir, tu vois, avec Nadège et avec Sandra, d'avoir travaillé sur ces volets-là. De se dire, Mm. en fait, il y a le volet authentique, il y a le volet, dans les valeurs, il y a l'authenticité, il y a l'engagement sociétal. Mm. Et je Mm. pense qu'il y a aussi la loyauté. Ouais. J'essaye vraiment d'être loyale envers mes clients, c'est-à-dire quand je vais travailler avec eux, il peut m'arriver, tu vois, si j'ai pas terminé une campagne et que le contrat est terminé, je vais quand même aller terminer ma mission. Même si Mm. je dois rajouter quelques semaines, tu vois. Je me dis, en fait, j'ai envie de bien terminer les choses, j'ai envie de garder un bon... En fait, j'ai envie que la personne soit satisfaite Oui, et travail bien fait et la c'est ça, rigueur aussi que tu as la appris rigueur. quand tu Voilà, as commencé, en fait. voilà. Quand je Ouais. suis respectée, hein. Mm. Bien sûr. Parce que ça peut arriver, là, je dépeins un portrait, mais j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont pas forcément respectée aussi. Ah Et oui. voilà. Il y a eu Mm. des contrats qui ont été plus difficiles parce que bon, rien n'est tout beau, tout rose Rien dans n'est une tout carrière, rose, hein. hein, c'est clair. C'est ça. Sinon, Sinon, ça serait trop facile. ce serait pas la vie, quoi. C'est ça, exactement. Waouh. C'est hyper passionnant. Je voulais parler du podcast parce que Mhm. la stratégie de podcast, c'est de plus en plus. Enfin, il y a de plus en plus de podcasts en fait en France. Mhm. Après, nous, on est dedans, donc Ouais. on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en fait, ça reste embryonnaire sur le marché français. Quelle place ça prend pour toi dans ton travail et dans Alors déjà, le podcast, il a une énorme place dans ma vie. Mm. Déjà, parce que je suis une passionnée. C'est-à-dire que moi, j'écoute des podcasts tout le temps. Ok. C'est-à-dire, le soir, par exemple, moi, j'ai pas mal de réveils nocturnes avec j'ai un bébé D'un an très et jeune, demi. 1 an et demi, donc Ouais. forcément, elle se réveille Petit souvent chat. la nuit et tout. Parfois, j'arrive pas à me rendormir, je vais tout de suite écouter un podcast. J'en Mm. écoute dans les transports, j'en écoute dans la rue. En fait, vraiment, le podcast fait partie de ma vie. Je fais le ménage, je vais écouter un podcast. Je sais pas, je fais C'est ma vie n'importe là que tu quoi. décris aussi. Voilà, c'est ça. En fait, quand on devient accro au podcast, c'est parce qu'on peut Ouais. apprendre des nouvelles choses. Et en fait, c'est une nouvelle manière aussi de prendre la parole. Parce qu'en fait, Mm, les médias, avant, ils dictaient la manière de prendre la mm, parole. mm, mm, C'était soit via une vidéo face cam, soit via une interview. Et là, ce qui est bien, c'est que les personnes, déjà, c'est ouvert à tous. Et tout le monde peut, en fait, prendre la parole sur un sujet mm. selon ses propres envies. Donc ça, j'aime bien. Et après, dans mon travail, ça a une place importante depuis déjà l'époque où j'étais en agence de com. Ok. Déjà, comme j'étais passionnée, moi j'en avais parlé déjà à mes chefs à l'époque,
je me souviens, dans une de mes premières agences de com, et il m'avait laissé aller au Paris Podcast Festival. J'avais pu Yes. écrire des articles et j'étais hyper contente. J'avais pu rencontrer... c'était vraiment les Les prémices, hein. podcasteurs, ouais, c'est les Voilà, c'était en prémices. 2017. Vraiment, c'était tout nouveau, etc. Ensuite, j'ai eu l'occasion, quand j'étais dans ma dernière agence de com avant de créer ma boîte, je bossais pour le groupe Facebook et donc Mm, pour Instagram France. mm. Et je me souviens qu'Instagram avait sorti un podcast sur les entrepreneurs et les clientes m'avaient laissé faire une stratégie où on Waouh. allait, on avait fait un communiqué de presse et c'était pour en fait dire que Instagram avait lancé son premier podcast. Donc déjà, j'étais hyper contente. Et après ça, on avait fait intervenir des directeurs de division chez Instagram, parce ils avaient plusieurs divisions, Mm, mm. dans des podcasts. Il y avait la Waouh. partie luxe, la partie automobile, la partie retail, etc. Donc déjà c'était top, et je sais qu'après, bon, ils ont continué. Et donc, en fait, ça, j'ai reproduit ça quand j'ai créé mon agence. C'est-à-dire qu'avec chaque Mm, client, je leur dis, au-delà des RP classiques, au-delà du digital, on va aller sur des podcasts. Et c'est mm. drôle parce qu'il y a des podcasts qui ont apporté d'énormes opportunités à des clients. Je Waouh. pense notamment à une de mes clientes qui est championne de MMA. Mm. Quand on s'est connus, elle n'était pas du tout visible sur les réseaux. Enfin, c'est une ancienne cliente, donc c'était une de mes premières clientes. Elle n'était pas du tout visible sur les réseaux sociaux. Elle était même dans la presse. Mm, mm, mm. Pourtant, elle était championne du monde de MMA. Ouais, quand Et même. je l'ai fait intervenir sur un podcast d'un ami qui s'appelle Saïd. C'est un podcast sur les sports de combat. Et ce qui est drôle, c'est que Saïd, du coup, il a écrit un livre. Et moi, je bossais pour la maison d'édition. Et là, je viens de terminer sa campagne Waouh. RP. Donc, tu vois, la continuité, c'est des gens Waouh. avec qui on se suit. Tu vois, c'est devenu vraiment un pote, etc. Et donc, lui, il a fait intervenir sur son podcast. Et lui, il avait un ami qui était au ministère du Mm. Travail, ou je sais plus quel. Non, mais ministère Égalité Femmes-Hommes, à Oui, l'époque de ok. Elisabeth Moreno. Il a envoyé le podcast à son pote. Son pote l'a envoyé à Elisabeth Moreno, vu qu'ils travaillaient ensemble. Et elle a pu faire une campagne de publicité pour le ministère. Et en fait, après, sa Ah. parole, automatiquement, elle est devenue politique, en fait. Mm, Activiste et politique. Et je me dis, tu vois, un podcast, ça peut t'amener à ce genre de choses. mm. Et c'est pour ça que je le dis souvent à mes clients. Et par exemple, avec Shina, on a réussi à faire Bliss. Bliss, Oui, elle a oui, été oui. numéro 1 pendant je sais pas combien de temps. Ensuite, elle a été invitée au spectacle. Elle a pu Mm. avoir des liens avec l'équipe de Bliss Stories, qui est aujourd'hui un podcast Oui, incontournable sur la c'est clair. maternité. C'est même, il est toujours dans les tops, C'est clair. enfin, voilà. C'est l'un des plus C'est un des écoutés, plus clairement. écoutés en France, quoi. Mm. Donc voilà, en fait, vraiment, les podcasts, pour moi, c'est archi important. C'est important. Et puis surtout, il y a ce côté écoute active. Mm. C'est ce côté écoute active qui est Oui, important, et quoi. avoir quelqu'un dans les oreilles pendant 1 heure, enfin, il y a un engagement qui est beaucoup plus important qu'C'est ça. un réseau social où tu vois un Reels de C'est 30 ça. secondes, tu passes à autre chose et tu as déjà oublié la Exactement. personne que tu regardais avant. C'est le Enfin, temps long, exactement. podcast, tu t'attaches vraiment à Mm. la personne, à la ligne éditoriale. Enfin, Tu c'est tout t'attaches un truc. énormément. Et surtout, Mm. tu vois, moi, je fais beaucoup dans mon travail, beaucoup de promos de livres, en fait, en Mm. RP. Ouais. Donc, je travaille avec des maisons d'édition. Et généralement, quand je bosse avec des maisons d'édition, j'essaie toujours de faire en sorte que les livres, que les auteurs et autrices de livres avec lesquels je travaille aillent dans des podcasts et dans plusieurs podcasts. Parce que Mm. pour le coup, comme tu dis, on s'attache, en fait, quand la personne raconte et va profondément dans son histoire et Mm, dans ce mm, qu'elle a mm. écrit, et bah forcément, la personne, enfin, les auditeurs et auditrices vont avoir tendance à, ils vont plus avoir tendance à s'attacher à la personne Ouais, 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 c'est et clair. à faire l'acte d'achat derrière. Oui, oui, bien sûr. Il y a ça aussi derrière, tu vois. Ouais, et puis ça fonctionne sur le long terme. Un podcast, il a une Ça, durée de vie hyper longue qu'un exactement. post sur un réseau social ou enfin même un Complètement. réseau avec plusieurs millions d'abonnés. La durée de vie est très courte. Le podcast, Complètement. c'est vraiment. Tu vois, par exemple, sur les sujets de psychologie, alors ça, Mm, c'est plus à titre personnel, j'adore tout ce qui est sujet de psychologie. En ce moment, mm, je suis un peu sur le transgénérationnel, génial. l'épigénétique et compagnie. Et tu vois, je me dis, ça, sur les réseaux, tu peux trouver des gens qui vont en parler en 30 secondes, mais quand Ouais. tu as envie d'approfondir un sujet, mais tu vas pas aller à la fac faire des cours sur ça, bah forcément, ou par toi, t'as pas le temps de lire un livre C'est de clair. 500 pages sur ça, bah en fait, tu vas écouter un podcast pendant Mm, 1 heure, tu tapes le nom et bim, tu vois, tu as plein de ouais. podcasts qui sortent et parfois des trucs de 2023, 2025, Et tu vas et l'écouter. tu Enfin, l'écoutes. ouais. Et le contenu, il est toujours aussi actuel au final. Mm. Tout à l'heure, tu disais que le monde du média se réinvente. Mm. Aujourd'hui, des Crazy Sally, Ouais, Hugo Décrypte, enfin voilà, ce genre de personnes, bah, ils viennent pas forcément du monde des médias. Et pourtant, aujourd'hui, grâce à YouTube, du podcast, des réseaux sociaux, ils ont réussi à créer des communautés. Et en fait, c'est comme si les médias traditionnels de style, enfin voilà, TF1, etc., avaient un peu... Enfin, ils perdent pas en impact parce qu'il y a toujours ce mm, côté de « Ah, je suis passée à la télé, etc. » Mais
Voilà, c'est quoi ton opinion par Ah. rapport à ça? Bah, écoute, ouais, je pense que le côté, médias traditionnels, Mm. en fait, tu as le côté respectabilité Ouais, qui est ok. important. C'est-à-dire que, quand tu passes sur M6 ou sur TF1 ou sur France Inter et cetera, bon, France Inter, ça a encore un gros impact. Ouais. Mais tu vois, sur ce type de gros médias, tu as vraiment la personne qui passe dessus. OK, peut-être qu'il y aura pas d'acte de vente derrière Mm, ou mm, quoi que mm. ce soit. Par contre, tu as un côté respectabilité qui est hyper Indéniable. indéniable, c'est ça. Mm, mm. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends un exemple. Tu travailles avec une petite boîte, voilà, imaginons, je donne une boîte hypothétique, une boîte qui fait des soins, par exemple, pour les peaux noires et métisses, de la skincare. Cette boîte passe, ou la fondatrice ou le fondateur passe sur TF1 Mm. et sur M6 et sur pas mal de médias. Très bien. Première année, deuxième année, nan. Le jour où ils veulent qu'il y ait des investisseurs qui rentrent au capital. Les investisseurs, ils vont regarder, ils vont dire, tiens, cette boîte, elle est passée sur TF1, elle est passée Mm. sur M6. Ouais, ils vont pas dire elle est passée Voilà, chez Crazy Sally, c'est ça. forcément. Et ça, en fait, parce que les investisseurs, aujourd'hui, ils vont Mm. regarder le côté RP. Et ils Mm. vont, en fait, ce côté respectabilité est très, très important pour que les gens investissent, etc. Ou quand ils veulent avoir des financements avec BPI France, etc. C'est hyper important. Après, Mm. c'est sûr qu'en termes d'impact client, c'est sûr qu'il vaut mieux aller sur des médias digitaux si Ouais. tu as envie de toucher la Au communauté. plus proche de la Au plus communauté. Ouais, proche, c'est ok. ça. Donc les Donc, deux il y a sont vraiment, importants, mais pour moi, les deux sont importants. Après, mm. effectivement, moi, je travaille plus avec les médias digitaux, on va dire, je suis plus du côté, en fait, nouveaux médias, parce que ça fait Mm. partie de ma génération, même si Mm. j'ai beaucoup bossé avec des médias traditionnels, mais moi-même, je les consomme plus, les médias traditionnels. Mm. Jamais je vais aller prendre ma télé, hop, j'allume, je mets TF1. M6, C'est ouais. rare, enfin, ça arrive jamais. Je sais même pas, je t'avoue, je La vais que sur dernière fois que t'as YouTube. fait ça. Non, mais je crois que je sais même pas comment on fait ça sur la télé. Mm. Honnêtement, parce que comme j'appuie, je vais que sur YouTube quand j'allume la Mm, mm. télé. Je suis plus en fait dans ça. Après, je le fais quand même parce Oui. que je le regarde sur les réseaux sociaux et tout. Enfin Oui, voilà, et puis c'est ton métier c'est un mon peu. métier. Mais Ouais. voilà. Mais par contre, voilà, je suis plus nouveau média. Et je pense qu'aujourd'hui, même les journalistes, tu le remarques, même des journalistes qui bossent sur des très gros médias, ils vont faire un personal branding sur leurs réseaux sociaux et ils Exactement. vont créer leurs propres médias, leurs propres récits. Ça, il y en a énormément qui le font et ça va leur créer aussi des opportunités médiatiques. Mm. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un, je sais pas d'exemple particulier. Bah, il y a Mais, ouais, je sais pas si c'est un bon exemple. Bah, je pensais à Rokhaya Diallo, ah oui, Rokhaya qui Diallo, vient de créer un nouveau oui, podcast. ouais, c'est J'ai ça, pas le nom en tête, effectivement. mais c'est vraiment, j'ai vu ça Ouais, hier. j'ai vu ça aussi il y a quelques Ouais. jours. Bah, Ouais. Rokhaya Diallo, c'est bien parce qu'elle, elle intervient beaucoup sur des Les médias à médias l'international, traditionnels, hein, ouais. déjà. Mm. Le Washington Post, Mm. The Guardian en Angleterre, etc. Et en France, on va dire, elle fait ce travail d'aller sur les médias Mm. traditionnels pour apporter une parole. Et je pense que c'est hyper important ce qu'elle fait. C'est clair. Mais derrière, c'est sûr qu'elle crée son propre média et elle a raison, en fait. Ah oui. Au lieu Ouais. d'avoir son émission, Elle peut pas être dépendante. ouais, tu peux pas. Ouais, C'est mieux de créer sa propre parole et surtout, tu as le côté liberté. Et ça, Mm. tu as énormément de personnes qui apprécient créer leur propre média et leur propre personal branding pour le côté liberté de parole. Parce que quand tu es Mm. sur un média, tu as une ligne éditoriale, tu as des rédac chefs au-dessus de toi, tu peux pas dire ce que tu veux. Ça, Ouais. c'est clair et net. Et après, aujourd'hui, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est aussi des journalistes qui vont faire leur personal branding pour exister dans les médias et pour aussi avoir des opportunités plus fortes. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes, en fait, mettre leurs articles sur les réseaux sociaux ou leurs reportages. Enfin, il y a un peu aussi une confusion qui est en train de se créer. Mais Mm. aujourd'hui, le journaliste, parce que je le vois, là, je l'ai vu tout à l'heure, hein, je te dis ça, mais parce que je regardais un média digital qui Mm. était en cross-post avec la journaliste qui l'a fait. Et en fait, à Ah chaque fois, ouais. je vois ça. Et je me dis, c'est cool parce que ça permet aussi à la journaliste qui a fait le reportage de montrer en fait ce qu'elle fait. Son Et elle le travail. fait avec plusieurs médias aussi, tu vois. Donc c'est Mm. intéressant aussi parce que ça permet vraiment de montrer, enfin voilà, de faire en sorte que les journalistes décident aussi. Oui, de se détacher. Bah, Voilà. il y a eu des débats il y a quelques années, je pense, c'est plus en 2025 ou 2024, où justement je voyais des personnes s'insurger sur les réseaux sociaux que des influenceurs, entre guillemets, Mmh. Crazy Sally, ce genre de personnes, aient plus d'audience ou aient la parole, alors qu'ils n'ont pas fait forcément d'études en journalisme ou ce genre de choses. Mais en fait, il faut accepter que Ah, c'est ça, hein. si, Faut accepter, si hein. aujourd'hui elle a de la visibilité, c'est parce qu'il y a des gens qui l'écoutent. Complètement. Mm. Mais pour moi, en fait, le métier, il se réinvente. Ouais. Enfin, ok, les études de journalisme, elles sont importantes, c'est ok, mais il faut laisser la place aussi à des créateurs de contenu qui ont une parole engagée. Bah, Mm. Crazy Sally, elle a une audience énorme. Mm, mm. Elle a une parole qui est activiste. Ouais.
heureusement qu'elle prend la parole, en fait. Et Bah oui. heureusement que moi, je trouve que ça fait plaisir que ça soit elle qui fasse les interviews de Denzel. Denzel Washington, de Ariana Grande pour la promo de Wicked, Wicked. ouais. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, Wicked. Enfin, tu vois. The Wicked, Wicked, ouais, Wicked, voilà. ouais. Enfin, j'ai pas vu le film, mais en fait, je trouve ça hyper important parce en fait, elle va toucher une autre audience. Et Mm. aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter que TikTok, Instagram, c'est des nouveaux médias. Ouais, c'est Au des même titre que les médias, ouais, podcasts, en c'est fait. clair. Je pense qu'il faut vraiment que... Enfin, moi, je trouve que dans mon travail, je l'accepte. Et justement, moi, ça me permet d'aller vers ce type de médias, de me dire, bah tiens, on va aller voir un créateur ou une créatrice de contenu qui a un podcast ou qui a une plateforme. Bah, ça va apporter plus de visibilité que si Ouais, la personne était sur c'est clair. M6 ou Le Monde, en fait. Ouais. On parlait de personal branding. Euh, alors moi, j'ai déjà vu des personnes essayer de se lancer dans des stratégies de relations presse ou vraiment se lancer dans des strates de RP et donc de prendre une RP qui a déjà accompagné des personnes assez connues et en fait se planter Ouais. avec Mhm. ça. Et c'est mon analyse, hein, je ne sais pas si c'est vrai, donc tu vas me le confirmer. Ces personnes-là n'ont pas d'audience à la base, pas Mm. spécialement d'audience, pas spécialement de communauté, pas spécialement de personal branding. Est-ce que pour toi, il y a des prérequis justement avant de se lancer dans une strate de RP ou bien tout le monde peut se lever un matin et dire, allez, je fais des RP. Non. Non, mais t'as entièrement raison. T'as Ouais. entièrement raison. En Mm, fait, moi, je le dis tout le temps à mes clients, quand il y a des gens qui viennent me voir, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas un socle de messages, qui n'ont mm, pas de, voilà, qui n'ont pas de direction narrative, qui partent de rien, on peut pas te lancer dans les RP si t'as rien. Pour moi, avant de se lancer dans les RP, il faut déjà se créer sa propre communauté. Il faut être mm. soutenu déjà D'accord. par la communauté externe, ta communauté Instagram, ta communauté TikTok. Si déjà ton discours et ton produit ou ton service est validé par une communauté, déjà ça aide. Quelqu'un qui vient me voir qui a 400 abonnés, moi j'accepte pas de faire des RP parce que je sais que moi-même je vais me planter en fait. Mm, Les journalistes, ils acceptent pas enfin ils ont besoin aussi d'avoir un retour sur investissement et de se dire bien quand sûr. on interroge quelqu'un que c'est quelqu'un qui a une certaine communauté. Mm, Qui a au moins 2-3 000 abonnés, enfin minimum. Pour moi, c'est un grand minimum. Même 10 000, je pense que c'est bien de commencer à 10 000, quoi. mm, Mais oui, pour moi, on peut pas commencer comme ça, faire des RP sans rien. Il faut avoir un discours aussi. Il faut mm. être sûr de ce qu'on dit. C'est très important de construire son discours. La partie narrative, maîtriser son narratif, extrêmement important avant de se lancer dans les RP. Parce que quand on commence à faire des RP alors que t'as pas de discours, tu sais pas où tu vas, tu fais ta promotion de produits ou de services comme ça Mm. sans rien, non, en fait, ça le fait pas, en fait. Faut vraiment faut commencer avec un socle de départ, pour moi. Et Mm. généralement, moi, j'accepte pas trop de prendre des clients qui Moi, n'ont pas ce j'imagine. socle-là. Mm, Et qui, surtout aussi des personnes qui n'ont pas un discours précis, qui savent pas mm, trop où ils vont, mm. j'accepte pas. C'est un peu ambivalent. C'est très ambivalent. Mm. Moi, la maison des messages, le socle des messages est très important avant de commencer, de savoir où ils vont, la direction, Ouais, etc. tes études en com aussi. Bah, il y en Non. a qui n'ont pas fait forcément d'études en com, Oui. mais tu vois, il y a des personnes qui ont écrit un bouquin et, enfin, tu vois, pour le coup, quand tu as 400 abonnés, à qui tu vas faire la promotion? Quel Ouais, c'est journaliste va clair. te donner la parole, pour Mm, être honnête? mm. Donc, Ouais. c'est problématique. Et les RP, pour moi, je le dis, ça apporte de la visibilité, de la notoriété et de la respectabilité, Mm. mais ça n'apporte pas forcément de la vente directe, en Oui. fait. Ouais. C'est vraiment l'image. Oui, c'est plus Image, une question image, d'autorité. image. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, on est sur la même, Longueur d'onde. longueur d'onde, hein, mais Effectivement. clairement, se lancer dans une strate de RP, si, enfin, voilà, t'as pas déjà construit la base, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Et Mm. après, enfin, voilà, enfin, les personnes auxquelles je pense n'ont pas forcément travaillé aussi avec des personnes qui évoluent dans ce que sont les relations presse et public même aujourd'hui, c'est-à-dire avec tout ce qui est nouveaux médias, médias digitaux. Donc peut-être enfin, Ouais. peut-être qu'à l'époque, peut-être qu'il y a 20, 30 ans, peut-être que ça fonctionnait, je sais pas. Alors, bah, je t'avoue, j'ai pas le recul parce que Bah oui, j'ai je pas me 20 ans doute bien. d'expérience. J'en ai 10, tu vois. Donc, C'est déjà pas déjà mal. 10 ans d'expérience. Alors, ouais, à l'époque, moi, je travaillais surtout avec plutôt des grosses entreprises. Donc, Mm. j'ai pas trop connu ce côté où il faut créer une communauté et tout. Je me suis plus lancée dans le volet, on va dire, plus digital Oui. un peu plus tard, quand j'ai lancé ma boîte.
Mais ouais, franchement. Après, si tu as une bonne parole sociétale, ça peut le faire. Ça peut Ça peut fonctionner. le fonctionner, mais quand même, moi je conseille d'abord de se créer sa communauté sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les premiers qui vont te soutenir, c'est les réseaux sociaux, c'est ta communauté Instagram, ta communauté TikTok, c'est eux qui te soutiennent en Mm. premier. Et dès que c'est acquis au niveau de de cette audience-là, à ce moment-là, on passe le step au-dessus. Mais c'est pas Mm. une fin en soi de faire des RP. Alors je sais que je Ok. prêche pas du tout pour ma paroisse en disant Ouais, ça, oula. mais je préfère être. Moi c'est l'honnêteté avant tout. Il y a des clients, je leur ai clairement dit, en fait, ça va pas t'apporter. Ce que tu Ce que recherches, tu ouais. Ce que tu recherches, ça va pas recherches là, je t'apporter. peux pas J'ai t'aider, pas quoi. envie parce que après le truc c'est qu'il y a un effet déceptif. Quand Mm. tu prends un client et que derrière t'as pas les retombées que le client veut, il y a un effet déceptif et la personne se permet de dire ah mais c'est un attaché de presse qui est pourri, ah c'est un Mm. RP qui est pourri. Moi j'ai du mal à entendre ça parce que j'ai déjà entendu des clients qui viennent me contacter qui me disent ah bah tiens avant j'étais avec telle personne, mais en fait la campagne elle était nulle. Mais en fait, ça Mm. dépend de plein de choses. Ça Ouais, dépend ouais, de ouais. quel est ton discours, quel média t'as contacté, comment toi t'as réagi, enfin comment la personne s'est retrouvée, comment elle a amené son discours sur un média. Bah après, les autres médias, ils vont regarder Le s'ils voient que le discours, et discours puis n'est ils pas vont. clair, bah ils vont dire ah bah non, ça m'intéresse pas. En Mm. fait, il y a plein de choses et il y a aussi le côté liberté de la presse. Ça, je le dis, je le redis. Je repars de mes bases de droit, mais en Mm. fait, en droit constitutionnel, tu vois, tu as la pyramide avec la Constitution Mm. et tu as les principes reconnus par les lois de la République. Et aujourd'hui, la liberté de Liberté la de la presse, presse. c'est un principe reconnu par les lois de la République qui est au-dessus des lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un journaliste, il a le droit de te dire, je ne prends pas ton sujet, je suis libre en fait. Et même s'ils font l'interview, que demain ils veulent pas le publier, Ils ont le droit. ils ont le droit. Mm. Ils ont le droit. Et nous, on peut rien dire. Mm. Il y a ce volet liberté de la presse, on ne peut pas contrôler. Comme par exemple, il y a Mm. souvent des clients qui nous disent bah, tiens, j'ai envie de revoir l'interview avant publication. Mais en fait, non, c'est pas possible. Tu peux Ouais. revoir les chiffres clés, tu peux revoir les citations, ça, il n'y a pas de souci parce que les citations, c'est un peu touchy. Mais en revanche, tu peux pas revoir tout l'article, tu peux pas revoir tout le reportage parce qu'il y a aussi la liberté journalistique qui est hyper importante. Et moi, ça, je le respecte énormément. Pour avoir Mm. mon réseau journaliste, parce que le réseau, il est important dans ce milieu-là, Ouais. moi, pour continuer à travailler avec les journalistes, je vais jamais aller contre eux. Je vais toujours Bien sûr. les respecter et les respecter leur liberté. C'est Mm. très important. Ok, super. Bon, en tout cas, le point est fait, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes justement qui se posent la question. Je pense aux auteurs. Pour les auteurs aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tension. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de livres qui sortent chaque année, et du Ouais. coup, au niveau des RP, c'est aussi un peu plus compliqué que. Oui, alors pour le coup, moi, je fais énormément de sorties de livres, Mm. des promos de livres. Et oui, il y a énormément de livres qui sortent. Parfois, tu as des maisons d'édition qui sortent 60 livres par mois, en fait. Parfois, c'est des rééditions. Enfin, on parle des grosses maisons, quoi. Mm. Mais oui, il y a beaucoup de sorties de livres. Il faut se démarquer. Et je pense qu'il y a une temporalité qui est importante. C'est-à-dire que déjà, il y a le sujet du livre. Ouais. Le sujet, si c'est L'actualité. voilà, déjà le sujet est important parce que si c'est un sujet sociétal, ça va être déjà plus facile. Tu parles aujourd'hui de violences faites aux femmes, tu parles d'inceste, tu parles de ce type de sujet, c'est des sujets de société qui vont apporter quelque chose à l'audience et aux auditeurs, aux auditrices ou ceux qui vont regarder sur les réseaux sociaux. Forcément, ton sujet, il aura plus d'impact qu'un autre sujet. Mm. Deuxième chose, l'actualité. Très important. Bah, je te donne un exemple récent d'une campagne qui a été hyper réussie, que j'ai fait avec Saïd El Abadi, qui a sorti un livre qui s'appelle L'histoire du football africain. Le livre est sorti le 13 novembre, Au moment de au moment de la CAN. Donc forcément, tous les médias. C'est-à-dire que là, on était à un stade où, en On fait, surfe sur la vague, là, voilà, on a clairement. surfé sur la vague. Le timing était parfait. Et lui, c'est un journaliste. Donc en fait, lui, il avait ce côté, il est journaliste sportif. Donc non seulement il a écrit un livre, en plus, c'est un journaliste sportif. Il est bon dans son domaine. Il est excellent, en fait, dans sa narration, etc. Forcément, on a pu faire de la presse en France, ensuite au Maroc et même à l'international, en fait. Génial. On est allé jusqu'à GQ Middle East grâce à une amie journaliste qui a écrit un super papier où elle parlait de la CAN, etc. Et là, parce que tu as vraiment le cocktail gagnant pour une campagne de presse réussie, Génial. pour le coup. Une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est dans ce métier-là, c'est l'importance du réseau, de soigner son réseau. À la fois son réseau niveau journaliste, média, et son réseau côté créateur de contenu, tous ceux qui te donnent la parole, les key opinion leaders, en fait, les KOL, tous les leaders d'opinion avec qui on travaille, tous ceux qui vont te rapporter la visibilité, les créateurs, créatrices de contenu, influenceuses, etc., les médias. En fait, moi, j'entretiens mon réseau, en fait, et plus que mon réseau client, je vais entretenir ce réseau-là, parce que c'est ce réseau-là qui me suit, en fait, sur les années, et c'est grâce à eux que je peux apporter de la visibilité aux futurs clients. Génial. Il nous reste 1 minute, Lisa. Que signifie pour toi aller au-delà de l'image? Aller au-delà de l'image, pour moi, c'est incarner ses valeurs dans la vraie vie. Waouh. Parce que là, on parle beaucoup de
l'image. Mm. On parle beaucoup de quelle image tu vas avoir sur les réseaux sociaux. Mais si derrière, ça ne suit pas dans la vraie vie, dans les relations où tu n'es pas visible, et bah, pour moi, ça n'a pas de valeur, quoi. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Lisa. Je t'en prie, Alexia, merci beaucoup. Ça y est, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!